Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux devant vos récepteurs. Vous nous suivez depuis Coloma. Merci de la fidélité. Voici les titres de cette édition. En Guinée, 224 lauréats évoluant dans le secteur agricole bénéficient d'un appui de 16 milliards de francs guinéens. On dénombre plusieurs projets innovants qui favorisent le développement des chaînes de valeur. Au niveau de la justice, la vulgarisation par le ministre des Tests de loi a éclairé les populations sur les procédures judiciaires en vue de lutter contre l'arbitraire. Charles-Alphonse Wright a mis l'occasion à profit pour mettre fin à certaines pratiques peu orthodoxes. L'entrepreneuriat fait du chemin en Guinée. Des ONG et autres associations appuient les efforts du gouvernement pour rendre autonomes les jeunes à travers le pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le 5 septembre 2021, le CNRD, sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, a pris en main les destinées de la Guinée. Après plus d'une année de réformes courageuses et innovatrices ont été engagées sans compter sur le soutien de certains Guinéens dont l'intérêt de la patrie prime sur l'intérêt personnel. C'est l'éditorial du jour réalisé par la DCI, Fatoumata Kourouma. Dès le 5 septembre 2021, marquant la prise de responsabilité de l'armée guinéenne, avec le CNRD sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, les lignes de la refondation et du changement institutionnel étaient claires et précises, dont entre autres, réconcilier les Guinéens entre eux, mettre les femmes et les jeunes à l'avant du nouvel État qui se dessinait, lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics, récupérer les domaines spoliés de l'État et, in fine, avec la mise en place des instruments électoraux, aller vers des élections paisibles, apaisées, inclusives et transparentes, au cours desquelles aucun membre du CNRD, de l'Assemblée et du gouvernement de transition ne sera candidat. Ces lignes directrices contenues dans sa feuille de route, le CNRD s'emploie rigoureusement à les respecter, même si certains peinent à suivre cette logique. Et c'est justement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cette ligne conductrice, pourtant sous leurs yeux et leurs archives récentes, que les habituels fauteurs en eau trouble soulèvent des revendications dont le déroulement du contenu se passe pourtant sous leurs yeux. Aussi, dès l'entame, le CNRD a clairement indiqué qu'aucun de ses membres, ni ceux des institutions reliées à la transition, ne sera candidat à aucune des élections à venir. Son président, le colonel Mamadi Doumbouya, l'a dit et l'a réitéré maintes fois à chacune de ses adresses officielles à la nation. Alors, qu'y a-t-il pour que l'on s'épouponne à faire sortir quelques gouspins innocents dans la rue qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève le pourquoi ils revendiquent, même leurs manipulateurs, confortablement installés eux et leurs familles à l'étranger, et envoient les enfants des autres vers un danger qu'eux-mêmes ont déjà préparé et planifié pour en rejeter la responsabilité sur les forces de défense et de sécurité, ne saurait donner les raisons objectives de leurs revendications, encore moins le peuple de Guinée. Puisque dès les lendemains du 5 septembre, afin de juguler rapidement la crise politico-sociale héritée du régime défunt, favoriser l'entente entre les Guinéens et l'apaisement du climat social, tout en préservant d'autres acquis d'ordre démocratique, des concertations avec les différentes couches sociales, économiques, professionnelles et politiques ont été engagées et qui ont officiellement présenté les résultats de leurs travaux aussi bien en Guinée qu'à l'extérieur du pays. La dynamique du dialogue et de l'entente nationale est lancée, tout comme les premiers responsables des partis des ex-majorités et oppositions. Des entretiens de haut niveau ont également été initiés par le gouvernement en direction des représentants du patronat, des dirigeants des syndicats, des représentants des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, etc. Après la mise en place du CNT, le Comité national des assises pour le dialogue, la réconciliation nationale et le pardon, et après le dernier dialogue interguinéen qui vient également de clore ses travaux, n'est-ce pas là la preuve de la volonté du CNRD de réconcilier tous les Guinéens en vue d'aller aux élections dans 24 mois, telles que définies et arrêtées par les Guinéens dans leur écrasante majorité et la CEDEAO?
Sans oublier que sous la responsabilité du Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assistance des 3 facilitatrices nationales, demeure toujours un cadre permanent de dialogue où tous les acteurs peuvent y participer à tout moment de leur choix. Comme on le voit, aucune revendication portant sur le dialogue et les prochaines élections ne saurait prospérer. Des actions en direction des jeunes et des femmes non tenues, que nenni, les groupements de femmes bénéficient de crédits, de revenus et d'appuis importants pour leur autonomisation depuis le 5 septembre. Et la jeunesse depuis le 5 septembre a été outillée et orientée vers des emplois à travers des actions quotidiennes de développement lui permettant de sortir du marigot politique saumâtre et infesté. Aujourd'hui plus qu'hier, les jeunes ont acquis un réel éveil de conscience. Un peu partout à Conakry comme à l'intérieur du pays, cette jeunesse jadis désœuvrée participe aux différents chantiers ouverts de construction de routes et d'infrastructures. Si tant est que jeunesse est synonyme de fer de lance, voire de relève du futur de toute une nation, il était séant et nécessaire qu'elle soit formée, aguerrie et proactive afin d'affronter les nombreux défis qui l'assaillent. Elle ne sera désormais plus sous le mentorat politique des vieux loups qui se servaient d'elle sans la servir. Avec l'arrivée du CNRD, sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, les jeunes Guinéens apportent désormais leur contribution à l'édifice national. Faut-il dès lors voir un manquement du CNRD par rapport à sa feuille de route quant à la lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics et la spoliation des domaines publics? Force est de reconnaître ici aussi qu'aucune revendication ne saurait prospérer. Car n'est-ce pas aussi sous leurs yeux et en respect de ses engagements contenus dans la charte que le CNRD est en train de mener une offensive sans merci contre tous les cadres indélicats de l'État et fait de la récupération des domaines publics une opération non négociable? Le président de la transition a fait de la justice la boussole qui guide les actions du CNRD et pour lui ce principe également et surtout est non négociable. Le colonel l'a compris dès le départ. Les Guinéens veulent la fin de l'impunité sans exception. Pas qu'on leur livre du menu fretin pour les endormir. C'est une question de reddition de comptes et de redevabilité vis-à-vis de ce peuple qui a longtemps subi le martyre dans tous les domaines. Alors si ces pleurnicheries et autres randonnées ont pour but de mettre fin à la lutte contre la corruption, c'est peine perdue. Car le citoyen l'a juré, le soldat l'a juré, l'officier supérieur l'a juré, le chef de l'État l'a juré, il ne rechignera jamais là-dessus. Il n'y aura aucun recul dans cette lutte. Le bateau Guinée vogue bien et voguera toujours bien jusqu'à destination dans 24 mois. Il y a un capitaine et de bons officiers de quart dans ce bateau. La direction que le capitaine donne ne peut toujours pas être la bonne, mais l'équipage et les passagers constatent qu'il y a enfin quelqu'un aux commandes et qui fait voguer le bateau vers la direction qu'ils souhaitent, qu'ils ont toujours souhaité. Parlons aussi des échos de la transition guinéenne au-delà des frontières. Le magazine panafricain Afrimag consacre son 175e numéro à la transition dans notre pays. Un dossier spécial qui retrace les grands chantiers amorcés par le CNRD sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya. Fatoumata Kourouma. Le colonel Mamadi Doumbouya à la une du magazine panafricain Afrimag. Un dossier spécial consacré à la transition en cours qui écume tous les grands chantiers ouverts par le chef de l'État et exécutés par le CNRD ainsi que le gouvernement guinéen. Le regard impartial, indépendant et crédible d'un journal qui comptabilise plusieurs années de professionnalisme dans le monde de la presse en dit long sur l'intérêt que suscite la transition guinéenne au-delà des frontières nationales. Il faut reconnaître que depuis l'arrivée du Comité national du rassemblement et du développement dans notre pays, la Guinée, on assiste à des changements profonds, institutionnels, à tous les niveaux, socio-culturels, à tous les niveaux. Ceci dit, il y a un changement encore notoire au niveau de l'éducation,
au niveau des infrastructures, au niveau des mines. Le CNRD accorde sous l'égide du colonel Mamadi Doumbouya une grande importance à la formation des jeunes et à l'emploi. Ce sont des chantiers vastes auxquels le colonel Mamadi Doumbouya accorde beaucoup d'importance. Et ce qui est encore le plus frappant, c'est lorsque le président colonel Mamadi Doumbouya a invité les opérateurs du secteur minier à adhérer et à s'approprier Transguinéen. Je pense qu'avec ce méga projet, cela va développer non seulement l'infrastructure, mais aussi le décloisonnement et participer à l'amélioration aux conditions de vie des Guinéens. Depuis que le régime de Mamadou Doumbouya est venu en place, on voit vraiment des changements importants. Ils sont en train de faire des pas de géant dans tous les domaines. Parce qu'en Guinée, il y avait d'abord la corruption qui avait gangréné l'économie. Il est en train de régler beaucoup de comptes avec ceux qui avaient détourné des milliards de la Guinée à des fins personnelles. Et ensuite, il est en train aussi de régler le problème encore qui était grave, qui était celui du massacre du stade 28 septembre. Donc il y a un procès sur ça qu'il est en train de faire, qui se déroule, le procès du 28 septembre. Tout ça, c'est une façon de dire que les gens qui commettent des fautes politiques et des fautes économiques ne seront plus en paix en Guinée. Et surtout aussi dans le domaine des infrastructures, il avait trouvé quelque chose qui était mis en place, mais il est en train d'avancer avec une vitesse vraiment impressionnante. Donc c'est un jeune qui a vraiment des idées, de la vision et qui a de l'ambition pour la Guinée, d'après ce que j'ai constaté. Les infrastructures en construction, tant dans la capitale guinéenne que dans les préfectures, sont des éléments qui n'échappent pas au regard critique, mais avisé de ces Africains. En Guinée, c'est une transition qui est en train de dérouler lentement mais sûrement son programme. Parce que je connais quand même un peu la Guinée, les enjeux sont énormes sur le plan économique, sur le plan de développement, sur le plan social également. Et je pense que pour l'information que nous avons, et pour ce que en tout cas les autorités sont en train de faire en Guinée, je pense qu'ils vont bientôt mettre la Guinée sur les rails. Il y a un certain nombre de réformes qu'on ne peut faire que pendant les transitions. Si ces réformes ratent, ça peut être compliqué. Et cette transition doit travailler à éviter d'autres transitions, parce que c'est des problèmes qui envoient des transitions. Donc ce que je peux dire est encourager les Guinéens, main dans la main, à soutenir les présidents, à soutenir les autorités. Les défis sont énormes, certes, mais pas insupportables. Et le président du CNRD, dans sa vision globale d'assainissement du mode de gouvernance, agit toujours avec son acribie coutumière en ayant un point de mire, la défense des intérêts du peuple de Guinée. Mais j'ai l'impression sur les débuts de la transition de la gouvernance guinéenne sont plutôt bonnes. J'avoue que j'ai été agréablement surpris par cet excellent début-là. Et pour cela, je vais insister sur 2 points. Déjà, l'intelligence qu'a eu le colonel Mamadi Doumbouya de s'entourer des bonnes personnes. Le second point sur lequel j'aimerais insister, c'est également les réformes entreprises, notamment dans le secteur minier, et plus précisément le secteur de la bauxite, et les réformes entreprises dans le domaine portuaire. On sait que le port est l'un des poumons économiques du pays et globalement, je crois quand même que toutes ces réformes-là et ce début-là augurent d'une bonne suite et d'une fin heureuse. Il y a vraiment espoir. Je crois que le processus sanguin est déjà lancé par l'équipe qui est là-bas. C'est un retour à la démocratie. La CEDEAO et l'Union européenne doivent les accompagner pour accomplir cette mission qu'ils ont déjà engagée. Ça se passe très bien, donc il n'y a pas de raison à ce qu'on les entrave encore une fois. C'est un truisme de dire que la Guinée est en chantier. Le colonel Mamadi Doumbouya surveille lui-même tous les travaux engagés et ne laisse aucune chance à ceux qui sont atteints d'ergophobie. Pour le chef suprême des armées, il n'y a pas de temps à perdre. Le train de la transition est lancé à la vitesse grand V. Remise de subventions de 16 milliards de francs guinéens à 224 lauréats. Ce financement des plans d'affaires des micro-projets agricoles vient soutenir l'entrepreneuriat en milieu rural. Cette initiative du projet de développement agricole intégré de Guinée du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vise à aider les producteurs porteurs de plans d'affaires innovants à matérialiser leurs projets. Reportage Fodé Camara.
la troisième vague du concours plan d'affaires livre son verdict final. 224 projets sortent du lot pour décrocher au finish une enveloppe de 16 milliards de francs guinéens, des montants qui vont contribuer à améliorer le chiffre d'affaires des producteurs bénéficiaires de ces subventions. Le développement du secteur agricole est une volonté constante, soutenue, affirmée par le chef de l'État, car ce secteur joue un rôle important dans la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos concitoyens et l'amélioration du pouvoir d'achat des acteurs de ce secteur qui regorge près de 80% des femmes en zone rurale. Ainsi, à travers la refondation verte, le gouvernement vise à faire du développement rural le principal levier de développement de notre pays, bien avant les mines. C'est cela notre objectif. Porté par le PDEG, projet de développement agricole intégré de Guinée, du ministère de l'Agriculture, ces subventions vont faciliter les activités de production du riz, du maïs et de la pomme de terre. Autre filière prioritaire, l'aviculture, des filières qui bénéficient du coup de pouce de la Banque mondiale. Dans le secteur de l'agriculture, juste pour quelques chiffres, vu la cérémonie, il est important de rappeler que notre institution a déjà mobilisé plus de 200 millions de dollars, qui représentent quasiment 25% de nos financements pour la Guinée. Et ces financements sont aujourd'hui en cours de mise en œuvre. Et le programme de développement de l'agriculture intégrée, le PDEG, est un exemple justement phare de la mise en œuvre en termes de qualité de ce programme d'investissement dans le secteur. J'aime le dire aux agriculteurs que l'opportunité que nous avons est unique dans notre pays parce que le secteur a eu des ressources importantes. Le président de la transition a donné des instructions à M. le Premier ministre qui sont suivies à la lettre aujourd'hui. Le budget du secteur est presque triplé, les décaissements avancent bien, les bailleurs nous accompagnent. Donc c'est vous dire, M. le Premier ministre, que nous sommes à la tâche pour produire les résultats que vous nous avez demandés. Et cette année encore, grâce à Dieu et grâce à votre soutien, des résultats importants seront obtenus. D'une enveloppe de 40 millions de dollars, le projet de développement agricole intégré de Guinée participe aux efforts visant à offrir aux producteurs des moyens de résilience en accompagnant d'amont en aval des filières de sécurité alimentaire porteuses de croissance. L'idée étant que sur la base des appels à projets, les acteurs, les producteurs soumettent leur plan d'affaires sur une plateforme électronique et un comité est mis en place au niveau de chacune de ces préfectures pour sélectionner les projets qui ont été présentés, défendus par les promoteurs eux-mêmes et à la fin de cette session d'approbation, les projets retenus font objet de financement sur les ressources publiques avec une contribution de bénéficiaires en termes de participation. Et c'est pour cela qu'on parle de financement conjoint ou financement matching grant dans le cadre de cette initiative. Avec la pandémie de la grippe aviaire, donc nous avons eu des soucis. Maintenant, nous comptons avec ce financement relancer le secteur. Parce que là, actuellement, vous-même vous constatez sur le marché, il y a un petit souci au niveau de l'approvisionnement des œufs sur le marché. Donc peut-être avec ce financement, nous pourrons booster le marché de l'aviculture. Initialement, 380 projets sont déjà touchés par ce financement à coût partagé des plans d'affaires. En tout, 604 projets ont bénéficié de ces mannes financières pour une enveloppe globale de 36 milliards de francs guinéens visant à soutenir l'entrepreneuriat agricole. Restons dans le volet agricole pour dire que la culture de l'oignon est aussi en plein essor à Sigiri. Parmi les acteurs qui valorisent cette culture maraîchère, le fils d'un paysan leader, Dr Moussa Keita, reprend le flambeau pour mettre fin à l'importation de l'oignon dans la localité. Ce retour à la terre fait beaucoup d'heureux au sein des ménages ruraux. Reportage Diamo Kaba. Sur les traces de ses parents, Dr Moussa Keita reprend le flambeau familial sur plus de 10 hectares. Un domaine situé à plus d'une centaine de kilomètres de Sigiri. Aujourd'hui, ce paysan modèle prend la relève car il a baigné dans le monde de l'agriculture depuis l'enfance.
J'ai fait ça parce que j'ai constaté que les jeunes de Sigiri, ils sont dans leur paillage, ils sont dans le petit commerce, incertain, et leur paillage qui détruit notre environnement, et les gens s'appauvrissent. J'ai pensé qu'il faut donner le ton, il faut donner l'exemple, en montrant que même si on est médecin, même si on a un certain âge, on peut faire du maraîchage et créer de la richesse. Dans la famille Keita, la piqûre de l'agriculture se transmet de père en fils. Avec ses maigres moyens, se passionner à un respect pour la nature et les retombées de ses activités d'horticulture touchent toute la communauté. Tous les jours que Dieu crée, il y a au moins 14 cars qui viennent de Bamako pour Sigiri, Kankan, pour ravitailler la Guinée en légumes. Je me suis dit que au lieu d'importer l'oignon, on peut produire ici. Le sol est propice. Toutes les conditions écologiques sont réunies ici pour faire l'oignon comme au Mali. Mais il faut le prouver. Maintenant, c'est prouvé. Dr Moussa Keita a un triple costume. Médecin de formation, paysan en conviction verte et président de la délégation spéciale de Sigiri. Ses profils de reconversion affichent sa volonté de redonner du sens à ses activités. Autre ambition, valoriser le consommé guinéen pour limiter les importations. Au ministère des Mines et de la Géologie, la Direction nationale de la géologie était en conclave avec les sociétés minières. Il était question d'échanger avec ces sociétés sur les nouvelles méthodologies qu'elles viennent de développer dans le cadre du suivi, du contrôle et de l'accompagnement que la Direction nationale propose dans le cadre de l'exécution de leur travail. Maïmouna Bella Diallo. Chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de recherche géologique et minière, la Direction nationale de la géologie a réalisé en 2022 2 missions de contrôle géologique pour toucher du doigt les titres miniers. Mais le constat est loin d'être reluisant. Sur les 515 permis à contrôler, 461 ont été réalisés. Nous nous attendions à 2060 rapports sur la base des rapports trimestriels. Donc chaque société ou chaque titre devant déposer 4 rapports par an, multipliés par les 515, nous nous sommes retrouvés avec 124 rapports. Et sur les 124 rapports, tenez-vous bien, nous n'avons eu que 9 rapports qui contenaient des informations techniques utilisables dans le cadre de notre système d'information géologique, ce qui est très alarmant. Il faut savoir, ça fait partie du volet stratégique du ministère des Mines pour la reconnaissance géologique du pays. Et pour ce faire, on se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas bien depuis un certain nombre d'années sur la recherche géologique. On veut améliorer et accélérer cette reconnaissance géologique. Maître Cheikh Kondé est le conseiller juridique de certaines sociétés minières implantées en Guinée. Il appelle ses collègues qui ne sont pas dans les normes de se conformer aux principes du code minier. Mon message à l'endroit des miniers, c'est d'être en conformité avec le code qui régit le principe, le fonctionnement des structures, et aussi à l'État de bien vouloir faciliter la délivrance de ces titres, à la limite qui ne favorise pas le renflouement des caisses de l'État. Selon le directeur national de la géologie, la liste des permis inactifs est transmise au centre de promotion et de développement minier, seul qui est habilité à délivrer les mises en demeure. Changement climatique, les parties prenantes dans la lutte sont en conclave pour la validation d'un document stratégique d'adaptation au phénomène. Les mesures envisagées touchent plusieurs secteurs de développement. Ousmane Ba. L'engagement des parties prenantes en faveur du climat ne faiblit pas. Le gouvernement et ses partenaires mettent les bouchées doubles à travers la validation d'un document stratégique. Le document porte sur un projet d'appui à la réalisation des politiques nationales de développement en renforçant les capacités de planification et d'adaptation au changement climatique. Cette étude que nous menons ici, c'est vraiment une sorte de mise à jour de nos projections climatique. L'avantage, c'est que vous savez, ça fait 2 ans, le rapport du groupe intergouvernemental sur le climat a fait une sonnette d'alarme par rapport aux décideurs. Si avant on disait dans 10 ans, dans 20 ans, il y a des problèmes de climat qui vont se poser, cette fois-ci, ils ont lancé l'alerte comme quoi en 2025, si rien n'est fait, il y aura donc
l'impossible et tout ce qui n'est pas souhaité qui va venir. La Guinée étant de la catégorie des pays moins pollueurs, les acteurs devraient focaliser les efforts sur les facteurs d'adaptation. Nous devons venir travailler avec nos communautés locales, savoir quels sont les impacts sur les activités qu'ils réalisent au niveau de leur communauté, pour qu'on puisse voir comment les aider à s'adapter justement aux effets liés au changement climatique. Ce projet d'adaptation est financé par le Fonds vert climat et exécuté par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire poursuit son séjour de travail au Royaume d'Arabie Saoudite. Son homologue de l'éducation saoudien annonce l'octroi de 127 bourses aux futurs étudiants guinéens. Et ce n'est pas tout. Le Fonds saoudien pour le développement s'engage à son tour à accompagner la Guinée dans le cadre de la construction des infrastructures scolaires. Le point depuis Riyad avec Abdul Aziz Baldé. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire est accueilli par son homologue saoudien. Un tandem plein d'engagement qui compte booster l'éducation en Guinée. Autour de cette table, le ministre de l'éducation de l'Arabie Saoudite se dit très favorable à une coopération avec la Guinée, avec à la clé l'octroi des bourses. Nous sommes vraiment très contents pour vous voir ici. C'est l'honneur de vous accueillir en Arabie Saoudite et à la ministère de l'Éducation. Son Excellence, il a affirmé et il a insisté sur compléter le nombre réservé pour les étudiants guinéens dans l'université saoudienne. Il veut soutenir en fait cet échange entre nous par rapport à la langue arabe. Réconforté par cette annonce, le ministre Guillaume Awinga dévoile les axes prioritaires de son déplacement. Aujourd'hui, c'est une note de satisfaction. Nous sommes très heureux d'annoncer au peuple de Guinée que l'Arabie Saoudite est prête à nous accompagner, non seulement dans le cadre de la formation des formateurs, mais aussi dans le cadre de la construction et de la rénovation des écoles franco-arabes. Avant de prendre la direction du siège du Fonds saoudien, une brève escale au niveau des stands installés à l'occasion de la journée de la fondation de l'Arabie Saoudite, le berceau de l'islam. Dans cet autre face-à-face, les préoccupations du ministre en charge du préuniversitaire guinéen sont prises à bras le corps par cette grande direction, amie de la Guinée depuis belle lurette. Nous avons discuté de la coopération entre les deux parties. Le Fonds saoudien de développement est toujours prêt à accompagner la Guinée dans son processus de développement. Ces différents accords scellés ici à Riyad sont plus qu'une aubaine pour l'école guinéenne. Améliorer la qualité d'apprentissage des élèves est la principale source de motivation du ministre Guillaume Awinga. Restons dans le même registre pour dire que les préparatifs de la Semaine nationale du mérite scolaire avancent. La compétition permet de mettre en valeur les aptitudes des élèves du secondaire en mathématiques, en français, en communication et dans le cadre du sport. À l'AB, la direction préfectorale de l'éducation met l'accent sur le choix des meilleurs élèves pour remporter ce concours national. Reportage Marouane Kamara, Sarafdine Diallo. Le faible taux de réussite enregistré lors des derniers examens nationaux pousse les autorités éducatives à opérer une mutation profonde. La Semaine nationale du mérite scolaire, SENAMSCO, est une des initiatives qui contribuent au renforcement des capacités des élèves du secondaire. Mon sentiment est un sentiment de joie parce que c'est dans un tournoi. Si je joue la finale, c'est que je suis très heureux. Cette initiative consiste à détecter des talents naissants et les suivre jusqu'à la finale. Elle concerne toutes les préfectures du pays, à celles de la région administrative de l'Abbé. J'apprécie cette initiative, une initiative très bonne, parce que ça permet aux enfants d'embrasser les séries sciences. Nos filles qui sont qualifiées en mathématiques et en concours éloquence, c'est des filles qui seront quand même victorieuse à la finale au niveau national. Après plusieurs jours de compétition autour des mathématiques, français, communication, la finale a été couronnée du succès en football.
L'équipe préfectorale de l'Abbé a remporté la victoire face à celle de Mali. Justice, le chef de ce département a récemment visité 11 juridictions de l'arrière-pays. À l'ordre du jour, l'évaluation des dossiers pendant devant les tribunaux et justice de paix du ressort de la Cour d'appel de Kankan. Alphonse Charles-Wright a aussi vérifié les conditions de détention et procédé à la vulgarisation des textes de loi. Un grand format signé Thierno Younoussaba. Suivez. En janvier dernier, à la tête d'une importante délégation, le ministre de la Justice a sillonné 11 juridictions de la région forestière de la Haute-Guinée. Cette tournée lui a permis de toucher du doigt les réalités dans l'administration judiciaire. Globalement, le constat est peu reluisant en termes d'infrastructures. Mesure immédiate, la relance des chantiers en souffrance. Je ne peux pas venir à Massanda, où on trouve des femmes complètement paralysées. Des gens qui n'ont certainement pas l'intention de perdre leur vie dans une procédure parce qu'elles sont en conflit avec la loi, il fallait tout de suite réagir. J'ai demandé au préfet et au maire de nous permettre de prendre des mesures d'urgence maintenant là. Et cette mesure d'urgence, elle consiste en 2 ou 3 semaines de doter cette préfecture d'une maison de détention. À Beila, le retard dans la construction des infrastructures de base suscite des interrogations. Ici, le ministre a ordonné des enquêtes, une mesure qui rassure les citoyens. Il y a le stade de proximité qu'on avait attribué à Beila. On n'a même pas vu l'entrepreneur, à plus forte raison, la réalisation. Donc, et ces entrepreneurs ont reçu de l'argent. Et nous avons des preuves. Ils ont reçu les 90%. Il y a eu des avenants aussi où ils ont reçu 70 à 80% également. Dans le souci de la vulgarisation de la loi et de rapprocher la justice des justiciables, le ministre a donné la parole aux citoyens. Partout, il a sensibilisé sur les bonnes pratiques. Désormais, les citoyens connaissent leurs droits et devoirs. Aujourd'hui, il a décliné tous les devoirs et droits des citoyens. Comment désormais les citoyens doivent se comporter en face de la justice. Et les citoyens, à leur tour, ont vraiment posé leur inquiétude par rapport à leur interpellation devant la justice. Le ministre a aussi échangé avec les prisonniers pour s'enquérir de leurs conditions carcérales. Et le ministre a été surpris de constater. Dites-nous comment se porte la boussole en milieu carcéral. Monsieur le ministre, c'est grâce à votre venue, moi j'ai pu voir le soleil. Sinon, pour voir le soleil ici, si je ne paye pas 2 millions, je ne vais pas voir le soleil. Monsieur le ministre, j'ai perdu la vue. Mais si vous ne venez pas, je n'allais même pas sentir les rayons de la vitamine D que l'aliment ne peut pas donner, mais sauf le soleil. Monsieur le ministre, plus grave dans tout ça, ici, on nomme les chefs de cale et autres qui se transforment en milices armées. Ils nous torturent. Il faut regarder nos corps. Monsieur le ministre, est-ce que vous savez combien de repas que nous prenons? Nous prenons la boue ici sans sucre. Pourtant, vous avez signé des contrats avec des entreprises qui nous doivent quand même 3 repas par jour. Monsieur le ministre, j'ai fini de purger ma peine. Mais on me dit que je ne sortirai pas sans que je ne paye l'argent. De Kindia à Farana, en passant par Lola et Sigiri, le ministre a entretenu tous les acteurs de la justice. Désormais, Alphonse Charles-Wright compte améliorer le service public de la justice pour satisfaire les citoyens. Et pour tirer plus d'informations sur cette tournée du garde des Sceaux, nous recevons sur ce plateau Thierno Younoussaba. Thierno Younoussa, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait 11 préfectures de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Au-delà des discours, quel est votre regard sur l'appareil judiciaire? Saïdou, merci pour cette question. Je voudrais d'abord rappeler que la Guinée a 2 cours d'appel. Donc pratiquement les 11 juridictions que le garde des Sceaux a visitées relevaient du ressort de la cour d'appel de Kankan. Et en réalité, ce qu'on a constaté, je ne vais pas inventer, le garde des Sceaux lui-même, en tant que patron de ce département, a été surpris de constater certaines insuffisances, notamment, en dépit d'ailleurs, il faut le rappeler, en dépit de l'amélioration des textes de loi, notamment en matière pénale, le code de procédure pénale, le code pénal,
les gens sont encore en détention pour des affaires criminelles. Donc le ministre a été surpris de constater qu'il y a d'importants nombres de personnes accusées pour des crimes en détention. Le ministre également, puisqu'il s'est dit qu'il y a quand même, il y a eu des études préalables qu'on appelle les États généraux de la justice depuis 2011, qui avaient prévu des améliorations au niveau de la justice. Donc pratiquement, en dépit de ce qui a été fait comme étude, le ministre a été surpris de constater qu'il y a des problèmes au niveau des infrastructures pénitentiaires, mais aussi des problèmes au niveau des infrastructures judiciaires. Donc globalement, le ministre lui-même, il a dit qu'il a vraiment fait un constat alarmant au niveau de la justice à l'arrière-pays. Vous avez parlé des insuffisances. Alors, que peut-on tirer de cette visite? Je pense que cette visite du ministre et ses cadres a été vraiment avantageuse pour les justiciables, non seulement, mais aussi pour les justiciables, les citoyens libres, puisque quand on parle par exemple de la vulgarisation, par exemple des textes de loi, dès l'instant qu'une loi est promulguée, cette loi devient d'office opposable aux citoyens, c'est-à-dire qu'elle est applicable. Mais il se trouve aujourd'hui qu'il y a un problème de vulgarisation, par exemple, des textes de loi. C'est pourquoi le garde des Sceaux lui-même, il a initié des rencontres dans toutes les maisons des jeunes, en tout cas des juridictions visitées, pour vulgariser, pour expliquer, il ne serait-ce que les b.a.-ba du droit, les droits et devoirs des citoyens, pour leur dire, voilà quand, par exemple, vous avez des problèmes avec la justice, voilà comment vous devez vous présenter. Quand il y a des problèmes avec la gendarmerie, en tout cas quand c'est une affaire pénale, voilà comment vous devez vous présenter devant l'officier enquêteur. Quand c'est une affaire civile, vous n'avez pas besoin de vous présenter devant l'officier enquêteur. Quand par exemple il s'agit par exemple de l'établissement des actes de justice, parce qu'à ce niveau, le ministre a soulevé d'importants éléments. Il s'est rendu compte qu'au-delà des prix fixés, affichés régulièrement devant les juridictions, pour par exemple acquérir un casier judiciaire par exemple, il fallait doubler le prix officiel. Donc ça, le ministre, je pense, a suffisamment informé les citoyens sur cet état de fait. Second avantage, c'est la rencontre avec les prisonniers. Le ministre a, si vous voulez, désacralisé ce milieu. Il a réuni et les prisonniers et ceux qui sont censés les gérer pour dire, vous êtes en prison, c'est vrai que vous êtes poursuivi pour des faits, vous êtes en attendant accusé ou prévenu jusqu'à ce que une juridiction légalement mise en place se détermine sur votre culpabilité ou non. Donc à ce niveau, le ministre a constaté qu'il y avait quand même des abus qui étaient exercés sur ces prisonniers. Justement, vous avez parlé en fait des prisonniers. La question des infrastructures pénitentiaires est fondamentale. Est-ce que des actions sont envisagées à ce niveau? Ben oui, je suis quand même très heureux de dire que le ministre a posé des actes forts en termes pour améliorer quand même les conditions de détention. C'est ce que je viens de vous dire. Il a expliqué aux prisonniers, voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez vous comporter en prison, mais voilà aussi ce que vous ne devez pas faire, ou voilà ce que ceux qui sont chargés de vous gérer en prison ne doivent pas exercer sur vous. Ça, c'est notre aspect. En ce qui concerne les infrastructures, je vais prendre le cas de Macenta. Le ministre a posé un acte fort à Macenta. Je suis loin d'être son avocat, mais je pense que pour qui connaissait Macenta, les gens jusqu'à maintenant sont gardés dans les locaux disciplinaires de la police ou de la gendarmerie. Quelque chose qui est contraire au principe des droits de l'homme. C'est extrêmement grave. Et séance tenante, le ministre a pris ses responsabilités et a mobilisé tout de suite les ressources pour commencer à construire une prison. Sinon, en réalité, les conditions de détention, puisque nous le savons tous, depuis pratiquement les indépendances, la Guinée n'a pas eu une nouvelle prison. J'ai sillonné tout le pays, je connais la carte judiciaire et pénitentiaire de la Guinée, mais à mon avis, à ma connaissance, depuis 2010,
c'est la nouvelle prison. Évidemment, au-delà des prisons rénovées, à l'occasion du projet PARJU, le programme d'appui à la réforme du secteur de la justice, un projet qui était porté par l'ONG Terre des Hommes. Donc, à ce niveau, je pense que la visite du ministre de la Justice est bénéfique pour la Guinée, d'autant plus qu'il a travaillé dans le sens de l'amélioration des droits de l'homme. Une visite bénéfique. Merci Thierno Younoussaba. On poursuit cette édition à Zérékoré, débrayage dans le secteur des transports. Une altercation entre acteurs à la gare routière de Dorota dans la commune urbaine a fait des dégâts. Les personnes interpellées sont transférées devant la justice. Le procureur de la République, après le tribunal de première instance de Zérékoré, promet des sanctions contre les coupables. Les précisions avec Mohamed Salioupaï. C'est une crise au sein des organisations syndicales de transport qui secoue toute la ville de Zérékoré depuis quelques jours. Il s'agit de la reprise des activités d'une nouvelle société de transport entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Pourtant, un accord avait été conclu entre la dite société et les structures syndicales de Guinée le 27 juin 2019. Ce transporteur avait, avant la Covid-19, avait conclu un contrat avec les syndicalistes CNTZ, ISTZ, Indépendants et Union. Ceux-ci ont évolué, mais quand la Covid-19 est venue, ils ont arrêté les activités. Mais après, maintenant, ces derniers temps, Soumoro Transport, qui est géré par un Guinéen résident en Côte d'Ivoire du nom de Mohamed Soumoro, a commencé ses activités. Maintenant, ces jours jeudi, les autres syndicalistes, structures syndicales, à savoir l'ISTZ, Union, Indépendants et CNTZ, se sont réunis pour aller saccager les cars, les bus de la société Soumoro Transport. Ils ont caillassé les vitres, ils ont pris des téléphones. La procédure a été enclenchée, la gendarmerie informée s'est lancée à la recherche des meneurs de troubles. Ainsi, vers la soirée du même jeudi, ils sont venus aussi s'attaquer à la compagnie gendarmerie territoriale. Ils ont jeté des pierres. Il y a eu des arrestations. Ces arrestations, moi étant informé, j'ai dit non de faire les PV et de me les déposer. C'est ainsi que hier, à 18h, ils m'ont déposé les suspects au nombre de 5. On a fait les mandats de dépôt. Ils sont à la maison centrale. Le point nodal de ce problème serait la baisse considérable du prix du transport Zérékoré-Abidjan par Soumoro Transport. Suite à ces agissements qui perturbent la quiétude dans la cité, le procureur invite la population au calme et à la sérénité. Quand vous prenez Soumoro Transport, quittant Zérékoré-Abidjan, les populations payent 280 000 francs guinéens. Et par contre, au niveau des autres structures syndicales, le transport est payé Zérékoré-Abidjan à 650 000 francs guinéens. Donc, étant jaloux de cette situation, ils veulent à tout prix s'en prendre à Soumoro Transport. Mais les sensibilisations sont en cours. Nous sommes en train de sensibiliser la population parce que la population est mécontente en disant que Soumoro Transport est en train de les aider à solutionner leur situation. Et par contre, les autres structures sont en train de les fatiguer. Imaginez-vous la différence entre 280 000 et 650 000. Je lance un appel pressant à toute la population de rester serein, que la situation est sous contrôle. Nous arrêterons tous ceux qui seront menés à cette situation et ils seront traduits devant la justice, le tribunal de première instance, ils seront jugés. À la quête de la stabilité sociale, les autorités administratives apprécient l'action entreprise par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Zérékoré.
Santé, la Guinée dispose désormais des capacités de réponse face aux éventuelles épidémies et partage son expérience avec les autres pays de la sous-région. Des experts et scientifiques sont en conclave à Conakry pour la capitalisation des acquis dans le traitement des maladies. Reportage Mounir Bari. C'est une rencontre qui vise à capitaliser les acquis dans la gestion des épidémies en Guinée. Depuis 2014, le pays, à l'image de certains pays de la sous-région, fait face à des épidémies multiples et simultanées comme Ebola et la Covid-19. Cet espace de partage d'expériences vise à promouvoir la recherche scientifique dans le campus et outiller étudiants et enseignants-chercheurs sur les moyens de prévention et de lutte contre les urgences sanitaires. La première épidémie a permis de mettre un peu à nu le système de santé. Mais l'avantage, c'est quoi? Pendant ces périodes d'épidémie, on a acquis des connaissances dans tous les domaines. Les enseignants-chercheurs qui prennent part à ce colloque sont des enseignants-chercheurs qui viennent pour la plupart vulgariser les résultats des travaux de recherche qu'ils ont eu à mener dans le cadre de ces épidémies-là, ou même avant ces épidémies, ce sont des chercheurs qui travaillaient sur les pathogènes qui causent ces épidémies. Cet espace de partage d'expérience vise à promouvoir la recherche scientifique dans les campus et outiller étudiants et enseignants-chercheurs sur les moyens de prévention et de lutte contre les urgences sanitaires. Je pense que de telles rencontres sont profondément utiles car elles permettent d'échanges de connaissances, de méthodes, de recettes dans la reformulation de nouvelles idées en matière de politique de lutte contre les épidémies en République de Guinée. Pour les chercheurs, ce colloque est un moyen de vulgarisation des connaissances sur les épidémies et d'autres pathologies infectieuses comme l'hépatite C, la rougeole ou encore la rage. Après Ebola, on a réagi relativement vite contre la Covid ici en Guinée parce qu'il y avait eu un certain entraînement, je dirais, au moment d'Ebola. La rencontre a permis aux participants de comprendre la capacité de réponse des experts et médecins guinéens face aux épidémies. Dans l'actualité encore au niveau de l'armée, lancement des épreuves écrites pour le concours de recrutement après le niveau BEPC et BAC hier samedi. Ce dimanche 26 février 2023, c'était au tour du niveau universitaire. Les épreuves ont été lancées au même moment dans toutes les régions militaires du pays. Reportage capitaine Fodé Aboubakar Bangoura. Les 4 régions militaires du pays et la zone spéciale de Conakry ont effectivement démarré les épreuves écrites du concours de recrutement au sein des forces armées guinéennes samedi 25 février 2023. Au centre d'instruction du kilomètre 36, ils sont 936 candidats niveau VEPC à affronter ces épreuves. Ici, le coup d'envoi a été donné par le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur. Dans les salles, le contrôle est strict. Chaque candidat est concentré sur sa feuille d'évaluation. Nous sommes venus aujourd'hui au camp Kwame pour faire les tests d'écrit. Vraiment, ça s'est bien passé. Donc, on attend les meilleurs résultats. Dans les 4 régions militaires, notamment Kindia, Labé, Kankan et Zérekouré, les épreuves écrites se sont déroulées selon les normes définies. Je veux réellement intégrer dans l'armée parce que je veux défendre mon pays. Je veux défendre mon drapeau. On priera Dieu et remercier aussi le président. Nous sommes confiants que les résultats seront bien du rôle. En attendant les résultats de ces évaluations écrites, les candidats sont appelés à rester à l'écoute. Les résultats qui découleront de ces épreuves refléteront les valeurs intrinsèques de chaque candidat, rassure le ministère de la Défense nationale. Et puis une coalition des jeunes pour la paix et le développement entend développer le goût de l'entrepreneuriat au sein de la couche juvénile. Un forum est organisé à Conakry à cet effet pour insuffler une nouvelle dynamique à cette couche, une initiative qui s'étendra dans toutes les régions du pays. Le point avec Marwan Kamara Kandesila. Développer le goût de l'entrepreneuriat chez la couche juvénile en Guinée, voici un autre objectif de la coalition des jeunes pour la paix et le développement. Un forum est organisé pour exposer les préoccupations afin de trouver des solutions.
L'initiative insufflait une nouvelle dynamique pour soutenir des initiatives personnelles. C'est de favoriser l'échange de jeunes des différents quartiers, créer un cadre de concertation et de communication nous permettant d'avoir un environnement sain, renforçant la cohésion, l'unité, la solidarité entre nous, les Guinéens. Autre ambition des initiateurs, inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le chemin est prometteur pour offrir des belles opportunités à la jeunesse. J'ai pris assez d'initiatives auprès des invités qui sont là comme des panélistes. Le message que je devrais lancer à l'endroit de tous les jeunes, c'est de s'unir, n'est-ce pas, se lever et suivre son destin. Ne pas attendre pour dire qu'il faut forcément après mes études intégrer la fonction publique. Les jeunes, ils ont plein d'idées, ils ont beaucoup d'initiatives, mais on a besoin de regarder ces initiatives, dans comment ces initiatives peuvent être formalisées et surtout comment est-ce qu'on va faire maturer d'idées en projets réalisés sur le terrain. Cet engagement commun soutient également le développement du capital humain. La lutte contre la pauvreté et la promotion du vivre ensemble sont des grands enjeux de ce rendez-vous de Conakry. C'est parti aussi pour le grand concours Jeunes Entrepreneurs à Kindia. Cette compétition en sa 3e édition permet de retenir 3 projets sur place. Ces jeunes porteurs de projets vont compétir dans plusieurs domaines comme l'agrobusiness, l'élevage, la pêche et autres secteurs d'activité pour lutter contre le chômage et l'immigration clandestine. Reportage Moussa Bangoura. Après Bokeh, le grand concours Jeunes Entrepreneurs est lancé à Kindia. Pour cette phase de présélection, 3 projets seront retenus par les initiateurs devant les membres du jury. Ces jeunes entrepreneurs défendent leurs projets. Ils compétissent dans les domaines de l'agrobusiness, de l'élevage, de la pêche, du digital et de l'entrepreneuriat social. À l'issue de la journée d'aujourd'hui, on aura 3 projets qui vont être présélectionnés par les membres du jury. Donc ce sont ces 3 projets-là qui iront à Conakry. Avec les autres projets qui vont être retenus dans les autres régions administratives, ils vont bénéficier de formations en technique de montage de projets. Donc à l'issue, il y aura 13 lauréats qui seront accompagnés à hauteur de $5 000 par projet et $4 000 pour ceux de Conakry. Le but visé est de lutter contre le chômage et l'immigration clandestine. Des messages de sensibilisation sont véhiculés pour un changement de comportement des jeunes. Je profite pour anticiper ma demande auprès des futurs et heureux lauréats de déployer tout le meilleur d'eux-mêmes pour la pérennisation des acquis de ce projet. Battez-vous. Quand vous présentez un bon projet bancable, rien à dire. Donc pensez à l'avenir et que vous êtes la relève. Ce projet est à sa 3e édition. Il va toucher toutes les régions du pays. La Banque mondiale et le gouvernement accompagnent ce programme d'excellence des jeunes. Développement communautaire dans cette édition dans le nord de Beila, plus précisément à Saran. Les fils résidents et ressortissants se mobilisent pour doter leur localité d'infrastructures sociales de base. Outre les ouvrages de franchissement réalisés pour désenclaver la zone, une mosquée d'une grande capacité est aussi construite. Reportage Lancé Kamisoko. L'une des localités les plus enclavées de la préfecture de Beila, le district de Saran dans la dynamique du développement local. Outre ces ouvrages de franchissement, la mobilisation collective a permis de réaliser ce collège, bâtir cette mosquée et entamer la construction de ce poste de santé. Nous sollicitons de l'aide des personnes de bonne volonté pour achever ce poste de santé, mais aussi nous aider dans le cadre de l'accès à l'eau potable et le reprofilage de notre route. Montrer un peu la face de notre communauté, de notre localité. En termes de développement local, le collège que vous voyez aujourd'hui est le fruit de la contribution locale, mais aussi de la diaspora de ce village. Mais il faut dire que beaucoup de choses restent ici à faire. Bâti juste à côté de cette vieille mosquée qui a connu le passage de l'Alimami Samour Touré, l'ouverture officielle de la nouvelle maison de Dieu de Saran est l'occasion pour l'autorité préfectorale d'exhorter les fils résidents et ressortissants à l'union sacrée afin d'appuyer l'État dans le processus de développement à la base. Je serai
un interprète fidèle et détaillé auprès des autorités par rapport à ce que j'ai vécu ici, pour que nous puissions dans un laps de temps regarder d'un œil positif cette localité. Et je profite de l'occasion pour dire à cette paisible population de se donner davantage la main pour un développement harmonieux et équilibré de cette localité. En attendant la fin improbable de la construction de ce poste de santé, les patients de Saran, notamment les femmes, sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour rallier le chef-lieu de la sous-préfecture afin de bénéficier des soins médicaux. Le ministre de la Jeunesse et des Sports était cette semaine avec son cabinet à Mafereya pour 2 jours de retraite stratégique. Les cadres du département se sont penchés sur plusieurs points pour la refondation du sport en Guinée. Il a été aussi question d'harmoniser et de valider le plan d'action et les outils de travail. Reportage Djibril Kamara. Ces cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports sont venus à Mafereya pour 2 jours d'intenses travaux. Cette rencontre d'échange vise à redéfinir les contours du plan d'action du département de la Jeunesse et des Sports. On a travaillé sur d'abord la compréhension du texte. Donc nous avons partagé le contenu de ce plan de travail avec l'ensemble des directeurs, mais nous avons également des actions que le ministère a planifiées et qui ne se retrouvent pas dans le plan d'action venu de la primature. Pour moi, au-delà du fait vraiment de venir parler de ce pourquoi nous sommes là, mais aussi permet, comme on dit, de renforcer l'esprit d'équipe, la synergie dont on a besoin. Depuis l'avènement du CNRD, plusieurs actions sont entreprises pour la réussite de la transition. Pour y arriver, des contrats de performance ont été signés dans les départements ministériels. Une action qui mènera à coup sûr vers l'exécution des objectifs opérationnels fixés en fonction des priorités. La première chose que j'attends quand vous dites la retraite, moi j'appelle ça un team building, c'est d'avoir un esprit de cohésion avec les différentes équipes, apprendre effectivement à se connaître et à travailler d'une manière transversale, mais surtout aussi d'arriver à maîtriser nos objectifs qu'on nous a fixés et voir de quelle manière ces objectifs peuvent être travaillés d'une manière transversale. Après les travaux d'élaboration du plan d'action à Mafereya, le ministre et sa suite ont visité sur le chemin du retour le centre d'insertion socio-professionnelle et économique de Madinagbe. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Dalaba comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la RTG.